Salut, c'est Mascar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de psychologie, essentiellement, et d'épistémologie de la psychologie. Et d'épistémologie, de l'épistémologie, de la psychologie. Et d'épistémologie, de l'épistémologie, de l'épistémologie, de la psychologie. Et... Je le crois, oui, je le crois que tout ce qui est faux se laisse davantage réduire en notions claires et distinctes des autres notions. Samuel Beckett. Alors aujourd'hui les amis, il va être question d'une véritable objuration philippique vis-à-vis de l'épistémologie, de l'approche scientifique, universitaire de la psychologie. En quoi s'agit-il d'une voie sans issue, d'un véritable cul-de-sac? Alors vraiment, si d'aventure vous êtes psychologue et malheureusement identifié à cette étiquette ou que tout simplement vous n'êtes pas prêt à aller plus en avant dans l'exploration de cette thématique, il est encore temps de partir. Je crois utile de vous dire que je suis un peu abrupte et que j'ai l'intention de vous parler en toute franchise. Peut-être même d'être plus franc avec vous que n'ont été jusque-là les personnalités qui vous ont contacté. Si vous découvrez mon travail, je vous rappelle que le propos ici n'est jamais de s'en prendre aux personnes, mais d'investiguer, d'explorer un certain nombre d'allants de soi, généralement enfouis sous le seuil de conscience. C'est un peu tout de même le propos de la chaîne, hein, faut-il le répéter, donc je prends le temps de le répéter comme ça en introduction, parce que j'ai encore de fait des gens qui hurlent « Touche pas à mes Nexus !» en commentaire. Pour tout vous dire, j'ai peur que les gens finissent par se vexer. Bah ils se vexeront. Lorsque je suis arrivé en faculté de psycho, hein, c'était il y a bientôt 20 ans, hein, ça me rajeunit pas, j'ai été mais vraiment choqué, profondément choqué, parce que j'ai perçu à l'époque comme une forme d'incongruence, que ce soit de la part des professeurs ou de la part de l'institution en général. Ça c'est un grand moment de solitude. Pire, plus j'essayais de partager mes constats purement factuels, plus je voyais l'environnement s'enquister. Il y avait là, dans les couloirs de la faculté de Nanterre, une espèce de relent nidoreux que je ne parvenais pas, à l'époque, encore à m'expliquer. Je jouais le jeu comme je pouvais, et j'y arrivais ma foi pas très bien, dans l'espoir lointain, tellement lointain, d'obtenir mon diplôme. Et plus les semestres passaient, plus ma certitude se renforçait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'accepte d'être en affaire avec vous. Mais à la vérité, je méprise toutes vos mascarades. L'indécence avec laquelle vous vous mettez en avant, vous et ceux de votre foutue famille. 20 ans après, je dispose enfin des connaissances et des outils conceptuels me permettant de férociser un discours déjà opiniâtre. La psychologie est un discours oiseux, une forme de mutos qui n'est pas arrivé à son terme, ce qui m'amène ici à péjorer l'œuvre de ces séides universitaires. Je serais pas en train de te branler, là? Chez les Grecs anciens, on distinguait déjà 3 formes de discours. Le logos, que vous connaissez déjà probablement, c'est-à-dire l'usage noble d'une raison raisonnante, qui par le biais de l'étude des arguments cherchait à produire un discours cohérent à propos du réel. L'épos, qui a donné le terme épopée et qui narre comme ça les exploits des grands héros et qui en fait l'apologie. Et enfin, le mythos qui renvoie au mythe, au récit et aux histoires de toutes sortes en général. Le storytelling, quoi, hein, si vous préférez, et qui possède donc, par conséquent, un formidable pouvoir hypnotique. Non que les autres formes de discours en soient dépourvues, mais pour approfondir ce sujet, je vous renvoie à la vidéo bonus 29 de la chaîne. La vidéo bonus, hein, pas la vidéo 29, la vidéo bonus 29. Le paradigme universitaire de la psychologie me semble donc, cher ami, relever du mythos, et non d'une approche réellement sérieuse et rigoureuse. Je vous avais dit de partir. Vous avez refusé. Quelque part, on est ici au soubassement de la différence de nature entre la science objective et la science subjective. Alors, je pourrais vous parler, évidemment, ce serait très facile, de la crise de la réplicabilité, notamment d'un article de Nature d'août 2015 qui nous apprend que 70% des résultats peinaient à être reproduits. Ou d'un autre article, même mois, même année, hein, c'était l'hécatombe à l'époque, qui nous apprenait que 50% des publications en psychologie cognitive et 75% des publications en psychologie sociale n'ont pu être répliquées. Qu'est-ce que c'est que cette merde ?
Mais cela n'est même pas là mon propos. À la rigueur, ces résultats catastrophiques, il faut bien le dire, ne sont en fait que les conséquences terriblement attendues d'une théorie et d'une épistémologie initiale complètement foireuse. Et cette épistémologie foireuse ne pouvait entraîner qu'un tel fiasco, qu'une telle avanie, à l'instar de celle du communisme, qui, à chaque fois qu'elle est appliquée, entraîne systématiquement un désastre. Quand c'est faux en théorie, ça ne peut être que faux en pratique. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste. Oui, alors ça, c'est un rush qui vient d'un véritable chef-d'œuvre qui s'appelle La dialectique peut-elle casser des briques. C'est une espèce de fusion entre l'école de pensée française et les films de kung-fu de Tsuyark, voilà. Bref, ces échecs répétés sont le symptôme d'une réflexion très pauvre et donc quelque part d'une erreur de débutant que je m'en vais vous expliquer tout du long de cette vidéo. Comme disait Chesterton, ce que nous appelons le monde intellectuel est divisé en deux types de gens. Ceux qui vénèrent l'intellect et ceux qui s'en servent. Il existe des exceptions, mais en général, ce ne sont jamais les mêmes personnes. Ceux qui s'en servent ne le vénèrent jamais, ils en savent trop long à son sujet. Ceux qui vénèrent l'intellect ne s'en servent jamais, comme on peut le mesurer, à ce qu'ils en disent. La psychologie a prétention à être une science. Elle en applique absolument tous les codes, tous les habitus, toutes les praxis. Pour autant, il est parfaitement possible d'exercer le métier de psychologue, ou de psychiatre d'ailleurs, sans n'avoir jamais suivi de psychothérapie, d'analyse ou d'accompagnement quelconque. Bref, sans jamais avoir mouillé soi-même le maillot. C'est le monde à l'envers. Je ne comprends plus rien. Alors, si on était mauvaise langue, on pourrait dire qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes les remèdes qu'ils préconisent à autrui. Ça vous rappelle pas quelque chose dans le contexte sanitaire récent ? Mais j'ai même pas besoin de cette position plus ou moins paranoïde pour dérouler mon fil et faire s'effondrer ainsi le château de cartes. Je n'en ai pas besoin. La psychologie relève de la science. Bon, très bien. Comprenez bien que la modernité, et avec la modernité la science, évidemment, ça va avec, ça va de pair, c'est le meurtre du monde intérieur via une tentative d'objectivation généralisée que l'on cherche à obtenir. Par définition, l'approche scientifique cherche à évacuer le sujet. C'est idiot, faut pas faire ça. Une science qui adopterait une approche suffisamment individualisée pour ne proposer que du particulier, et qui ne fournirait par conséquent aucune règle véritablement générale. Cela lui ôterait son caractère heuristique. Or, qu'est-ce qu'on demande en général à la connaissance scientifique, si ce n'est justement d'être une heuristique suffisamment bonne pour nous protéger d'un réel dont quelque part on ne veut rien savoir. Et donc là, on retrouve la logique sacrificielle girardienne dont je vous parle à longueur de vidéos sur la chaîne. Donc on avait la tentative d'étudier la psyché humaine. Psyché, ça vient de papillon, donc déjà on a l'idée de quelque chose qui se transforme, qui est sujet à une forme de métamorphose, pour ne pas parler de résurrection. Donc on a déjà la tentative d'étudier une chose dynamique via une approche plus ou moins statique. Bon, ok, le modèle n'est pas le réel, la carte n'est pas le territoire, ça on le savait. Mais là, on persévère et on essaye malgré tout de déterminer des protocoles de représentation de l'individu, mais via une logique scientifique, c'est-à-dire valider correctement tout en évacuant le sujet. Moi? Bah ouais, moi. Mais c'est ridicule. Pourquoi? Mais t'es incapable de te représenter toi-même. Bref, ceci n'étudie pas l'humain, mais l'humain réifié. Ça n'est pas du tout la même chose, et en ce sens, cela entraîne un savoureux paradoxe, lui aussi connu depuis la Grèce antique. Plus on évacue le sujet dans une quête d'objectivité, plus on le refoule, moins on est, paradoxalement, objectif, alors que c'était précisément pour ça qu'on essayait de le mettre de côté. Comme disait un grand poète irlandais, il faut plus de courage pour examiner les coins sombres de sa propre âme que pour un soldat de se battre sur un champ de bataille. Il est ainsi extrêmement facile de se contenter d'occulter le sujet. Le sujet est désormais rejeté et isolé. Incroyable. On retrouve d'ailleurs ce paradoxe dans un autre pan de la philosophie mathématique, mais pour ça, il va falloir se rendre en Corse. Et qu'est-ce que vous avez là, parce qu'on a une petite faim? À cette heure-ci, il n'y a que des sandwichs. C'est parfait, parfait. Alors, vous avez le Corse. Pain, beurre, charcuterie et cornichons. Et vous avez le touriste. Pain, beurre, charcuterie et cornichons. C'est les mêmes.
Sauf que le corse est à 10 € et le touriste à 15. C'est quoi la différence? C'est la taille? Non, c'est exactement les mêmes. La différence, c'est le prix. Comme on n'est pas bête, on va prendre 2 corses. Ouais, mais j'ai plus que des touristes. Un individu qui nous demanderait quelle est exactement la longueur des côtes de l'île de Beauté, eh bien, ma foi, nous serions très ennuyés pour lui répondre. En effet, cela dépend énormément de la précision de nos outils de mesure. À un moment donné, on pourrait mesurer les côtes avec un certain outil, mais cela dépend en réalité de à quel point nous suivons les circonvolutions du littoral. Plus nous suivons les circonvolutions du littoral au moindre caillou près, au moindre sable près, plus cela augmente d'autant la taille des côtes de la Corse. Un peu à la manière de ces structures fractales, telles les alvéoles pulmonaires et autres choux romanesco, qui peuvent justement mettre de plus en plus de structures dans de moins en moins d'espace. Et c'est là où on se rend compte que plus on veut être précis dans notre mesure, plus cela crée un paradoxe. Justement, plus on veut être précis, moins on va savoir avec précision, justement, quelle est l'étendue des côtes du littoral, parce que la réalité, justement, c'est que nous ne pouvons pas être précis, et que toute observation et toute donnée que nous avons sur le monde extérieur parle autant de l'observateur que du monde extérieur. Donc on comprend bien que plus on veut être précis, plus cela génère en fait de l'imprécision, soit une antitélie parfaite. Notez le lien entre ce pattern et les propos que je vous ai tenus dans les vidéos 32 et 42 de la chaîne. Dès lors que l'on oblitère le divin de l'équation, eh bien il va falloir augmenter les doses ad nauseam. Au final, on obtiendra tout de même l'inverse exact de l'intention initiale. Et ici, évidemment, le divin, c'est l'observateur. Je l'avais pas vu. C'est vraiment une forme de cécité, voire même de refus que de constater ce point qui pourtant saute aux yeux et qui reviendra de toute façon par la porte de derrière. Ça sert à rien de vouloir se battre contre le réel, c'est lui qui gagne à la fin. Comme disait Lacan, la logique elle-même est trouée. Ça ne peut pas être un dieu, ça ne sera au mieux qu'une forme de veau d'or. On le sait d'ailleurs depuis Zénon d'Élée, à ne pas confondre avec Zénon d'Alexandrie, pour les puristes. Mais on trouve encore quelques légions de demi-habiles pour proposer une psychologie qui étudie des objets de connaissance et non des sujets de plein pied. Et comme disait Sacha Guitry, être à moitié quoi que ce soit, c'est inutile, parce que c'est toujours l'autre moitié qui fait défaut. Donc c'est marrant aussi, ça. C'est d'ailleurs ce qui est très souvent reproché à une certaine psychiatrie, chercher à classer au sein de nosologies plus que discutables des sortes de patients objets pour prescrire la molécule qui va bien, même si, et heureusement, nombre de psychiatres, en pratique, sont conscients des limites de cette approche et s'en vont ainsi compléter leur formation ici ou là. Il y a Thomas Satz, tiens, on va dire que c'est le conseil de lecture de la vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de conseil de lecture. Thomas Satz, qui, j'ai appris l'autre jour par l'ami Viande Tiède qu'il était libertarien, je ne savais pas, en tout cas il est psychiatre, en tout cas il exerce la profession de psychiatre, et il invite donc à bien distinguer, comme je l'avais fait d'ailleurs dans des vidéos précédentes, la psychiatrie dite institutionnelle, dont la fonction est de préserver l'ordre social par la remise en scène de la logique sacrificielle girardienne, et la psychiatrie dite contractuelle, qui, comme son nom l'indique, se base sur le consentement libre et éclairé du patient, et vise donc son propre rétablissement individuel. Moi qui travaille, entre autres, sur le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, on peut légitimement quand même se poser la question: dans quelle mesure aborder des individus qui sont eux-mêmes polyfragmentés via une épistémologie évacuant le sujet puisse être une approche pertinente? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Fort heureusement, la vie entre le patient et le psychologue ou le psychiatre va passer malgré tout. Et le contenu des séances ne se limite généralement pas au contenu strict du cursus universitaire. Mais là encore, on est quand même en droit de se demander si la vie perdure, à l'instar de ce qui se passe entre l'État et du rapport entre l'État et ses concitoyens, on peut se demander si la vie perdure, non pas grâce, mais malgré la présence du cursus universitaire. Ce que confirment d'ailleurs, et c'est le comble, les méta-analyses sur le sujet, telles que par exemple Horvath et ses collaborateurs en 2011. C'est vous qui avez commis une erreur. D'ailleurs, comme je suis un sale gosse, il m'arrive parfois de troller sur la toile un certain nombre de professionnels. N'importe qui a le droit de dire qu'il fait de l'EMDR au détriment des patients, encore une fois. Pourquoi au détriment des patients ? Vous avez des sources scientifiques qui montreraient que ces gens font plus de mal que les psys diplômés ?
Moi, j'ai des sources qui montrent que l'alliance thérapeutique est plus importante que la technique, mais aucune qui fait mention d'un lien entre diplôme et efficacité. Mais comme nous sommes entre gens sérieux appliquant la démarche scientifique, je suppose que vous avez cela. Cela m'intéresserait beaucoup si vous pouviez nous les partager. Quand j'avais voulu monter ça en licence 2, on m'avait gentiment fait comprendre que ça ne serait pas accepté. L'alliance thérapeutique n'est pas une dimension unique et est loin d'être le facteur dominant de l'efficacité. Ensuite, remplacez psycho par médecin et voyez l'effet que cela vous fait. Voyez le nombre de personnes qui vont chez le psy et expliquent leur parcours où on trouve un tas de conneries que des jeunes diplômés ne font pas du fait même de leur formation initiale. Pourtant, le sujet a été exploré par des gens tels que Horvath et ses collaborateurs en 2011, par exemple. Comprenons-nous bien. Tu affirmes une chose, nous faisons ici de la science. Je te demande les sources scientifiques de ton affirmation, tu me réponds par une métaphore. Donc à moi de considérer une métaphore comme une source scientifique valide, auquel cas il y a quelques bases à reprendre, ton discours ne s'inscrit donc plus ici dans le cadre de la science. Moi je te parle de science, de psychologie. Je réitère, quelle est la base scientifique de ton affirmation, comme quoi les non-psychologues feraient plus de mal que les psychologues dans l'usage de l'EMDR, que je ne pratique pas personnellement, hein. Je ne défends pas ici ma pratique, juste la rigueur intellectuelle, la conscience et la transparence. Et bah ça, vous voyez, c'est typiquement un conflit mimétique non conscientisé. Quand même, ça la fout mal pour un professionnel. Je dis pas qu'un professionnel doit être parfait, on est tous humains évidemment, mais je veux dire, le minimum, c'est quand même quand on nous le fait remarquer, de dire « Ah oui, en effet !» C'est ça une attitude de scientifique. Quand il y a un argument qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on n'a pas considéré, le B à bas, c'est de pas se défendre, de dire « Ah oui, je vais considérer ça et voir ce que je peux en faire. » Bah non, on n'en est pas là. Mais le plus problématique, c'est que le point de vue tenu ici, par des gens qui remettent en scène un conflit mimétique dans lequel ils sont du bon côté de la science, et ben justement, ça n'est pas soutenu par la littérature scientifique, c'est un comble. Bref, comme dirait Aristote, l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Je vous en avais déjà parlé, mais j'avais proposé jadis en faculté de psychologie, pour évaluer s'il y avait un lien entre praticiens diplômés ou non et l'efficacité thérapeutique sur le terrain, un protocole qui a bien évidemment été refusé, sans aucune justification d'ailleurs, mon hypothèse étant jugée aussi invraisemblable que Marine Le Pen qui prendrait sa retraite pour se mettre à élever des chats. Dans ce contexte, et dans cette acception précise, la science devient alors un mythe du point de vue anthropologique. En quoi cette constatation relèverait-elle du paradoxe ? C'est un paradoxe, car on assiste alors toujours avec un regard anthropologique, et je m'étonne vraiment depuis des décennies, je m'étonne encore et encore du nombre de psys qui n'ont jamais ouvert ne serait-ce qu'un seul livre d'anthropologie. Donc toujours avec un regard anthropologique, on assiste à l'émergence d'une caste qui prétend avoir le monopole du soin. Historiquement, il s'agissait bien sûr d'une guéguerre comme ça entre les corporations de médecins d'un côté et les barbiers chirurgiens de l'autre, tout ça évidemment avec l'idée de contrôler le marché. Et après, il faut en tirer des conclusions, je dirais même des généralités. C'est que plus on se ressemble, plus on est... Alors là, on peut passer chez René Girard, oui. La rivalité mimétique, plus on se ressemble, plus on est en compétition et en concurrence. Hein. Aujourd'hui, ce type de rapport de force existe toujours, au mépris donc de la littérature scientifique sur le sujet. On n'est donc plus du tout dans le logos, mais bel et bien, comme je vous le disais, dans le mythos. Et ce, bien évidemment, assorti de l'exercice d'une forme de violence de l'appareil d'État et de la logique sacrificielle girardienne. Au nom du bien-être des gens, ça, on commence à avoir l'habitude. Mais attention, je suis pas un salaud. N'en êtes pas loin tout de même, hein. Mais, comme disait Platon, ceux qui sont en mesure de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris et encore moins crus par les masses. Et c'est pour ça que le regard anthropologique est si important en hypnomachie. Ça permet de prendre du recul vis-à-vis des allons de soi non explorés, de la socioculture. Pire, certains posèrent même l'acte magique consistant à se réserver une partie du champ sémantique des signifiants. D'après Philon d'Alexandrie, on appelait autrefois ceux qui suivaient Jésus, les disciples de Jésus, les thérapeutes, ceux qui servent. Aujourd'hui, cela est visiblement encadré par l'État qui privilégie de facto l'usage de la force et le mythos à la littérature scientifique. C'est-à-dire qu'il s'arroge le monopole de la pensée au détriment du consensus scientifique, et ce sur plus de 450 techniques de psychothérapie répertoriées.
C'est lorsque j'ai vraiment compris l'absolue bêtise que constituait une praxis de la psyché humaine au sein d'une épistémologie dans laquelle on évacuait définitivement le sujet, que j'ai décidé, et sans regret, de ne plus rien avoir à faire avec ces gens. D'être là ensemble et qu'on évoque ça aujourd'hui, c'est que je suis à ce tournant-là de la vie. Aujourd'hui, je réalise pleinement, par ce travail avec mon maître, je réalise cette passion. Mais quand je dis passion, c'est le cœur, c'est les tripes, c'est le vécu d'un homme qui peut s'exprimer. Je crois que je vous embête un tout petit peu là, non ? Pas du tout. Comme disait Poincaré, qui a quand même beaucoup étudié la question, la science pour la science est absurde. Il vaut mieux ne pas regarder que de mal regarder. En d'autres termes, j'ai alors privilégié à un dire qui ne se savait pas, un savoir qui ne pouvait pas se dire. Jamais la psychologie ne pourra dire la vérité sur la folie, puisque c'est la folie qui détient la vérité de la psychologie. Foucault. C'est clair et net, je n'ai pas envie de donner du grain à moudre à des gens qui font un spectacle sur le dos d'autres personnes. Tout ceci, certains petits jeunes peinent à le comprendre. Ils sont encore fascinés, pour ne pas dire hypnotisés, par les phares de la modernité, par le phallus même de la modernité. Et ils ne comprennent pas que l'humain au sens avec un H majuscule, ça ne s'étudie pas, ça se vit. Par définition, tout ce qu'on peut étudier ainsi, c'est une sorte d'homme-machine plus ou moins partiellement réifié. Et donc déshumanisé. Tant qu'on se maltraite de la sorte, et que les modèles parentaux ou institutionnels n'ont rien d'autre à proposer de mieux, la génération montante ignore alors tout de la possibilité d'une approche non sacrificielle. On nage alors en pleine mécanicité dans un monde de robots infrahumanisés, en état agentique, qui se contente et qui limite l'horizon potentiel de la vie au fait de se reproduire ad infinitum. Il est clair qu'elle surestime ma conscience, puisqu'elle suppose que j'en ai une. Un monde crypto-luciférien, une espèce de satanisme à peine voilé, un immense sacrifice à Baal masqué. C'est malin ça. Alors ça c'est malin. L'homme qui, quelque part, ne fait plus que répéter la parole d'autrui, qui se coupe ainsi de son aspect créateur, l'aspect créateur qui passe, comme on le dit dans les textes, par le verbe. S'il cantonne alors son expérience du vécu à une forme de psittacisme, le ventre vide, c'est-à-dire qu'il cantonne sa vie à une espèce de réalité de seconde main, il aura alors abdiqué son statut de géniteur, de constructeur, pour se prendre uniquement pour le fils, bercé dans l'illusion d'une sécurité sédative. En tant qu'esclave, ton cerveau est pas adapté. Tu peux pas comprendre ce que je dis. Bah franchement, là, j'ai tout compris. Non. Mais là encore, se gargariser d'être du bon côté de la barrière dans le cadre d'une mimésis entre les approches pré-rationnelles, un petit peu naïves, un petit peu magiques, et la puissance du phallus de la rationalité et de la modernité, eh ben ça va un temps, pourquoi pas? Pourquoi ne pas idolâtrer 5 minutes la modernité pour développer une espèce de narcissisme sain lorsque on est dans sa vingtaine? Je veux dire, franchement, il n'y a pas de mal à ça, et c'est même quelque part très bien. C'est pas le chaman de la forêt qui font que ça. C'est pas l'esprit des anciens qui fait que quand tu mets une cassette dans ce truc-là, ça marche. C'est pas, tu vois, c'est pas la magie de je sais pas quoi. Non, c'est le rationnel. Tu sais ce truc occidental avec des circuits imprimés qui ont été inventés en Occident. Rejeter la subjectivité, c'est-à-dire les attributs du sujet en tant que personne singulière, sous prétexte que c'est un nid à biais cognitif, là encore, aucun problème. C'est même ce qu'on attend à la rigueur d'une science de qualité. C'est qu'elle s'occupe justement dans un premier temps de séparer le bon grain de l'ivraie et qu'elle puisse permettre de différencier les différentes natures d'épistémologie. Je ne peux rien affirmer, Peter. Et bien sûr que non. Et c'est là tout le problème avec des extraterrestres. En revanche, justifier l'usage de la violence, le contrôle de certaines pratiques ou de certains usages sémantiques sur un territoire sur des bases épistémiques aussi faibles, ça n'a rien de glorieux. Et là, on voit bien comment les chiens ne font pas des chats, quelque part, les mafieux se groupent entre eux. Connais-tu la nature de classe du pouvoir, de la bureaucratie, les contradictions du capitalisme? Ne sous-estime pas l'adversaire. Je sais tout ça. Il y en a marre de l'idéologie marchande.
Si réellement, donc, les professionnels qui sortaient des bancs de la faculté faisaient réellement mieux que les non-diplômés, que ce soit par exemple en EMDR, en hypnose ou en que ne sais-je, je m'en fous, je vous parle du principe général. Moi je fais pas d'hypnose, je fais pas de EMDR, c'est pas la question. De toute façon je parle pas de moi, là je suis en train de parler d'un système et des impérities d'un système. La catalaxie devrait mettre en évidence cette différence qualitative. Le marché devrait le mettre en évidence. Or, il n'en est rien. Ajoutez à ça que la preuve du contraire n'a jamais été fournie de façon expérimentale et scientifique, et que la littérature scientifique dit précisément le contraire, et on a ici un parfait exemple des accointances classiques dans le capitalisme de connivence. Il y a autre chose que du calcul froid, il y a une haine. Nous pouvons vaincre l'inconscient par un travail régulier, mais jamais par un grand geste, disait Carl Jung. J'espère vous avoir donné quelques billes pour pouvoir penser la chose avec un petit peu plus de matériel. En tout cas, je ne regrette personnellement à aucun moment d'avoir quitté les bancs de la fac, d'avoir écouté profondément au fond de mon être ce qui était réellement vivant. Quand tout à coup, instinctivement, animalement, on ne peut pas y retourner, voilà. Alors, il y en a qui appellent ça la dépression, mais au contraire, on peut appeler ça, tout à coup, c'est de la vitalité, quoi. C'est un instinct vital qui dit, bah non, non, j'y vais pas, il n'y a pas de raison, je vais pas. Et tout ce que je vous partage là, et que j'ai appris moi-même sur le tas en mouillant le maillot, eh ben, cela fait plus d'un demi-siècle que les psychanalyses l'ont perçu, pensé et théorisé. Et c'est justement parce qu'ils ont mis en évidence l'ombre refoulée du système universitaire que l'on assiste depuis quelque temps à une telle croisade anti-psychanalytique, notamment dans les milieux zététiques, avec les films de Sophie Robert, qui sont vraiment des espèces de plaidoyer à charge d'une médiocrité mais absolument ahurissante. La vérité, et que tu veux avoir raison, il y a une technique, c'est de rendre inaudible ce que dit l'autre. Et cette technique-là, selon le parti que tu as, selon la problématique qu'il y a, on peut parler d'Israël-Palestine, on peut parler de plein d'autres trucs, il y a une technique qui consiste à rendre inaudible en disant « t'es antisémite, t'es raciste, t'es misogyne, t'es raciste anti-blanc, t'es tout ce que tu veux. » T'es pro, t'es anti. T'es pro, t'es machin, voilà. Et donc, tu dis un truc et on va te qualifier pour rendre inaudible ton discours. Et donc, ne pas entendre tes arguments. On assiste d'ailleurs à une véritable campagne visant à dénigrer la psychanalyse, notamment parce qu'elle dévoile justement les impensés du capitalisme de connivence. Il n'est donc pas étonnant que les gardiens du temple se ruent sur elle en utilisant les méthodes habituelles qui ont déjà été vues, revues et re-revues et dont nous parlons allègrement sur la chaîne. Si on peut pas les convaincre, il faut les marginaliser en les culpabilisant. Ils sont pas comme les autres, ils puent, ils sont rouquins, démocrates, intello, peu importe, ils sont différents. Comme ça, la masse a l'impression d'être dans le vrai. Principe de base, le con a toujours raison parce qu'il est nombreux. Ces gens cherchent des garanties et l'approche psychanalytique, comme l'approche traditionnelle d'ailleurs, n'ont qu'un réel troué à offrir et aucune garantie de rien. Non, je ne suis pas vraiment médecin. Je ne suis que rebouteux. Mais personne ici ne s'est encore plaint de mes services. Dans 8 jours, vous serez guéri. À moins que nous ne soyons tous morts. C'est gentil. Choc d'un univers imaginaire à sécurité garantie avec la nudité d'une forme de vérité implacable de la condition humaine. Mais comment déterminer les bons praticiens légitimes des mauvais, se demande-t-il. Il n'y a sur ce sujet aucune garantie. Donc à ces moments-là, le supposé psychanalyste, parce qu'on est toujours méfiant, on ne sait pas s'il va me le assurer, pas. Donc s'il arrive à faire en sorte que le psychanalysant puisse devenir sujet, il est récompensé d'occuper la position de psychanalyste. Et cette position de psychanalyste, c'est uniquement pour cette cure-là. J'étais très très malin de ne pas non plus le consacrer, voilà. C'est pas comme être médecin. Tu as ton diplôme, tu es médecin pour le reste de ton existence. Tu as le diplôme de psychologue, tu es psychologue pour le reste, tu as un diplôme. Eh bien, chez nous, ce n'est pas la place qui compte, c'est la position subjective. C'est d'ailleurs la même forme de pulsion régressive qui va pousser certaines personnes à demander des sources. Qui est votre source ? Attention, je ne suis pas en train de dire que demander des sources est systématiquement une mauvaise idée. On comprend très très bien l'intérêt de demander des sources dans le cadre typiquement d'un travail universitaire, classique, exotérique, et également dans quantité d'autres cadres épistémiques, pas de problème avec ça.
Mais il peut parfois être justifié de renvoyer autrui à lui-même, justement, afin de permettre, parfaite allégorie du propos que je vous tiens aujourd'hui, de remettre le sujet au centre de la problématique. Vous savez que Lacan avait comme réputation de ne jamais donner ses sources. Et il put arriver que certaines personnes prirent le fait de ne pas citer ses sources comme une forme de contrôle larvé, alors qu'il s'agissait simplement d'une des plus hautes formes possibles de respect que l'on puisse incarner vis-à-vis d'autrui, c'est-à-dire le renvoyer à lui-même, à sa singularité. Et on en revient à une question vieille comme le monde, faut-il donner à autrui ce qu'il demande ou ce dont il a besoin ? Quitte à courir le risque de remettre en scène et de susciter chez autrui une forme de transfert négatif. Je vous en avais déjà parlé dans un petit short concernant le colonel Mikhail Ryabko. Le mieux que l'on puisse faire dans ces cas-là, c'est simplement d'informer, de prévenir, de jouer franc jeu avec une épistémologie plus ou moins transparente, ou en tout cas aussi transparente que la parole le permette, ce qui impose quand même un certain nombre de nouvelles limites liées à la nature intrinsèque du langage, notamment et spécifiquement sur le fait que derrière toute forme de transe que l'on pourrait vouloir déstructurer se cache généralement une douleur, un trauma ou en tout cas quelque chose d'extrêmement douloureux. Venez ici. On va maintenant étudier une méthode qui fait vraiment très mal. Pour autant, et parce que justement on travaille avec un sujet vivant et un sujet qui n'est pas réifié, eh bien ça ne peut pas être une science exacte, par définition. Cela, ainsi que le miroir que cela renvoie à l'université quant à ses tréfonds non explorés, ainsi que les différences de conception et d'attitude face à la nature même du sujet, créent ce qu'on va appeler en épistémologie une paracosmie. Une paracosmie, c'est la rencontre de deux systèmes explicatifs du monde, de deux théories générales qui sont toutes les deux cohérentes et entre lesquelles il n'est pas possible a priori de décider avec une méta-théorie. Les deux théories vont alors généralement tenter de se phagocyter l'une l'autre, généralement en se plaçant en méta, mais le processus de phagocytation réciproque va se retrouver empêché par les lacunes de chacune d'entre elles. Vous pouvez imaginer comme ça deux serpents qui essaient de s'avaler mutuellement, vous voyez, au bout d'un moment ça va pas, voilà. Donc elles vont se regarder comme ça dans le blanc des yeux, elles vont jouer, elles vont tourner, elles vont s'attaquer l'une l'autre, mais à la fin les deux théories resteront pleines et intègres. Ce qu'on demande à l'universitaire, c'est d'être porteur d'un savoir officiel. On ne lui demande pas d'inventer des élucubrations comme ça, il faut qu'il délivre un savoir officiel, un savoir qui dépend du signifiant maître, c'est-à-dire de ce qui existe. Il y a les programmes, il doit enseigner ça. On permet des variations, mais par exemple, un psychiatre, comme j'en ai connu moi à l'époque, il ne peut pas enseigner l'antipsychiatrie en faculté de médecine. Ça s'est fait. J'ai mieux vous dire que les candidats, ils se faisaient balayer quand ils donnaient passer leur mémoire. Parce qu'ils croyaient que ça n'existait pas, la psychiatrie, puis les types, pour les diplômes de psychiatre, par exemple, ils disaient non, on ne peut pas recevoir votre mémoire, c'est un truc de... Vous avez fait un travail d'hystérique, mais c'est pas un travail d'étudiant qui veut être psychiatre qualifié et tout, hein, voilà, c'était comme ça. À l'université, c'est pareil. On ne peut pas vous faire passer un examen, à mon avis. On ne peut pas vous faire passer un examen de psychanalyse à l'université. On ne peut pas vous demander de parler de la pulsion à l'université, comme on veut faire. Déjà chez nous, c'est déjà pas clair l'histoire de la définition de la pulsion. Donc à l'université, ça pose un problème que l'enseignement de la psychanalyse à l'université. On reviendra dessus, mais c'est un gros problème. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est la psychanalyse. On peut pas faire une question de cours sur la pulsion. J'avais d'ailleurs été extrêmement surpris à la fac lors de mon premier cours de psychologie clinique. Autant je comprenais très bien l'intitulé des différents autres cours, hein, psychologie sociale, pas de problème, j'adorais ça d'ailleurs, j'adore toujours ça. Psychologie cognitive, psychologie différentielle, psychologie du développement de l'enfant, statistiques appliquées, biologie, linguistique, etc. Pas de problème. Mais psychologie clinique, qu'est-ce que ça veut dire des cours de psychologie clinique? Non, non, la psychologie clinique, c'est censé être l'application en pratique du substrat théorique. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour donner des cours théoriques de pratique?
Moi qui venais à la fac justement pour faire de la science et encore de la science, j'avais l'impression qu'on me servait là une espèce de blabla non sourcé, oui, d'une espèce de remplissage, comme s'il fallait justifier un volume horaire, un nombre d'heures de cours par année, vous voyez, histoire d'être quelqu'un de respectable qui a fait tant d'heures. Franchement, les gars, si c'est pour faire ça, autant se taire, c'est pas déshonorant, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, moi aussi, j'ai été plafonné en rationnel. C'est un cours pratique qui vise à rendre compte de la théorie en pratique, mais en théorie. Oh, tu jacasses. Non. Tu jacasses. C'est pas de la psychanalyse, espèce de... Dans la réalité, c'était un cours de pure psychanalyse qui était rebrandé donc sous l'appellation de psychologie clinique. Parce que nous, vous comprenez, nous sommes la faculté de psychologie, hein, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des charlatans comme ces salopards de psychanalystes. Bon, ben n'empêche que dans les faits, visiblement, sur le terrain, puisque c'est un cours de psychologie à deux terrains, et ben il semblerait que les approches qui n'évacuent pas le sujet semblent mieux fonctionner. Dixit, ces professeurs de faculté. Bon, en gros, publiquement, la position officielle, c'est la psychanalyse est une pseudo-science, ça ne marche pas, mais quand on te parle de terrain, on l'applique. Comme par hasard. Bref, encore ces histoires de corporation, ces luttes de pouvoir, bien sûr, qui ont lieu au détriment de l'information et de la transparence vis-à-vis du grand public. Et puis, notez bien qu'un système qui se base sur le déni d'altérité, la projection, un problème aussi certain avec l'ambivalence de l'objet et une institution qui ne prend pas de feedback, ça commence à ressembler beaucoup à un système paranoïaque, cette affaire. Alors un des arguments des scientistes modernes rationnels plafonnés serait que les psychanalystes ne seraient pas d'accord entre eux. Argument vite rejeté pour une raison très très simple, il est normal, attendu et ma foi totalement sain, que des sujets fortement individualisés présentent des désaccords, du moins d'une certaine façon. Et sur ce sujet, je vous invite à visionner la vidéo qui s'intitule « Je ne suis pas d'accord ». Tous les psychanalystes se rejettent entre eux, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, non, à peu de choses près. Okay. Et ceux qui se rejettent pas, c'est les pires. Je veux dire, ceux qui font bande, groupe, et ainsi de suite, ou armés, qui sont tous d'accord. Ça veut dire que, je veux dire, l'élaboration de la théorie psychanalytique, bon, il existe une science de la psychanalyse dans les bibliothèques, etc. Enfin, il y en a vraiment beaucoup maintenant de théorisation qui donnent une grande consistance à cette connaissance. Maintenant, chaque psychanalyste absorbe cette connaissance peu à peu. Donc, personne n'est au même niveau que personne et tout le monde est en désaccord avec tout le monde. Mais sortir de cette foi en l'institution et en la psychologie scientifique, ça demande de réaliser combien ces discours peuvent être aliénants et sacrificiels. Comme dirait Carl Sagan, l'une des leçons les plus tristes de l'histoire est la suivante. Si nous avons été trompés assez longtemps, nous avons tendance à rejeter toute preuve de tromperie. Nous ne sommes plus intéressés par la recherche de la vérité. Ce mécanisme, je fais une parenthèse, ça c'est plus Carl Sagan qui le dit, mais pour les cognitivistes, ça se passe dans le noyau dorsal du rafet. C'est là où le siège de l'impuissance acquise. Bon, on en reparlera. Nous avons été trompés. Il est tout simplement trop douloureux de reconnaître, même à nous-mêmes, que nous avons été trompés. Une fois que vous donnez du pouvoir à un charlatan sur vous-même, vous ne le récupérez presque jamais. Et là, vous avez jeté un espèce de froid. Alors moi, je serais beaucoup moins pessimiste sur ce sujet. Mais en tous les cas, cela demande un travail certain. C'est vrai, il semble que les frayages neuronaux initiaux demeurent, mais d'autres peuvent tout à fait prendre leur place. Mais pour cela, ça demande donc un travail profond qui implique tout l'être. Il faut faire fonctionner les trois cerveaux. Oui. Et donc nous avons tous baigné dans ces bains plus ou moins nauséabonds, donc si nous voulons goûter à certains niveaux de transrationnalité, nous ne couperons pas au fait d'aller faire ce travail de réparation et de réintrospection. Surtout si l'on vise certains niveaux de transrationalité avancés. Je pense par exemple lorsque l'on débloque ce que l'on appelle l'anathasis et la cathathasis. Deux manières d'utiliser le cerveau assez particulières que nous réaborderons peut-être dans d'autres vidéos ultérieures à celle-ci. Mais pour faire simple, l'anathasis, c'est une façon d'aller chercher des informations via une réflexion transrationnelle, mais
en contournant la barrière sémantique. C'est assez étonnant au départ, mais on reste dans une forme d'infraverbal. Et la catatasie, c'est une façon d'aller ramener ces informations et de les retraduire dans des termes rationnellement audibles et compréhensibles. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous saviez que quand on présentait des idées ou des thèses en utilisant comme ça des termes un peu compliqués et surtout non conventionnels, eh bien on augmentait les chances d'être perçu, cru et validé par le limbisme des auditeurs. L'effet Yoda, ça s'appelle. Pourquoi? Difficile à dire. À méditer là-dessus, je vais m'employer. Alors à ce stade, les scientistes qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo seront probablement dans une espèce de demi-syncope. Et pourtant, un papier de Baruch Abba Shalev de 2003 nous apprend que 90% des prix Nobel scientifiques sont obtenus par des croyants, dont 2/3 de chrétiens. Des individus qui sont justement capables d'aller chercher, grâce à l'anathasis, un certain nombre d'informations et de les ramener sur le plancher des vaches ensuite. Mon corps peut être quelque part et mon esprit ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait la nature de l'inspiration scientifique? Eh bien, en général, le paradigme rationnel plafonné ne s'en occupe simplement pas, il ne l'examine pas, il ne se questionne pas ou très peu dessus. Et c'est un des intérêts de l'approche transrationnelle de commencer à débroussailler un petit peu au-delà. Bref, l'opposition entre la rationalité et le non-rationnel disparaît dans la transrationalité pour laisser place, et c'est quand même un petit peu plus intelligent, à une saine complémentarité. Est-ce qu'on sait sur quelle zone du cerveau la prière agit-elle? On a demandé à des fidèles de prier et en même temps ils étaient sous IRM. Et on a découvert que la prière active des zones du cerveau au niveau de la relaxation, au niveau du bien-être, de la sérénité. Autrement dit, c'est aussi un anti-stress formidable. Et en plus, on leur a fait des prises de sang en même temps. Et on a vu qu'ils sécrétaient des hormones protectrices, des hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation. Et qu'en même temps, ça stimule le système immunitaire. Autrement dit, la prière est quelque chose qui fait un bien immense. Bon, j'ai fait un petit effort de synthèse dans cette vidéo pour vous présenter à la fois des concepts nouveaux et en même temps faire une espèce d'immense résumé des approches transrationnelles appliquées dans le domaine précis de la psychologie. Ça, c'est une définition de l'intelligence que j'aime bien, par exemple, vous voyez. Une définition qui pourrait s'appliquer à la fois aux humains et aux machines, ce serait l'intelligence, c'est la capacité de compression. C'est-à-dire la capacité à réduire une base de données, par exemple, pour que ça prenne moins de place en mémoire sans perte d'informations. Alors ça s'applique aux machines, évidemment, et ça pourrait s'appliquer aux humains, parce qu'on peut dire que comprendre quelque chose, c'est être capable de le redire de manière plus courte, et que ça prenne moins de place, donc simplifié en quelque sorte, mais sans perte d'informations. Cette vidéo touche à sa fin, merci aux tipeurs d'être encore et toujours là. Quant à toi, l'auditeur là, oui, toi là, bah, mets un pouce. Je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent sur la page Facebook Hypnomachie. Vous savez que j'écris régulièrement des petits billets qui reprennent les différentes notions théoriques développées sur la chaîne appliquées à l'actualité. Je vais d'ailleurs probablement essayer de passer un peu plus de temps sur X. Voilà, je n'aimais pas du tout ce réseau social avant, et puis là visiblement c'est en train de changer, et il a l'air de s'y passer quelques petites choses sympathiques. Quant à nous, nous nous retrouverons d'ici un petit mois, autour plus ou moins du nouvel an, hein, je suis pas à une journée près, pour la vidéo des 10 ans de la chaîne, qui sera une énorme vidéo de rétrospective, voilà, de 10 ans de bêtises, de rush de nanars, d'études scientifiques et de propos plus ou moins subversifs. Vous savez que j'aimerais bien qu'il y ait 10 000 abonnés, voilà, pour le nouvel an, ça me ferait plaisir. Il en manque quoi? 200. Autrement dit, si chacun de nous fait un petit effort, eh bien, c'est tout à fait envisageable, voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour moi. Salut Internet. Pendant le confinement, vous avez fait quoi? J'ai bossé, j'ai bouquiné et j'ai passé le diplôme d'élevage de chats. Oui. Hein? On va rentrer ma minette. Je remarque que quand des gens ils prennent un chat, quand ils me prennent un bébé, après ils disent oh, je pourrais pas m'en passer. Moi non plus je peux pas m'en passer. Tu vas rester dehors sous la pluie? Non, t'aimes pas trop la pluie. Ah ma choupinette. Bon, on rentre voir le bébé?